Il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal en français facile. Mayol de Charon. Bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 3 novembre et à la une de ce journal en français facile. En visite en Israël, Anthony Blinken plaide pour des pauses humanitaires à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les bombardements sur l'enclave palestinienne, eux, se poursuivent. L'Ukraine visée par une nouvelle attaque massive de drones lancée par la Russie. Elle a visé 10 régions et fait des dégâts matériels. Seulement la moitié de ces drones ont pu être abattus par la défense antiaérienne ukrainienne. En Colombie, le gouvernement emploie les grands moyens pour lutter contre l'obésité. Depuis hier, les boissons et les aliments sucrés sont plus chers. Une taxe a été mise en place, mais les Colombiens ne sont pas tous convaincus. Ils ne croient pas tous à l'efficacité de cette mesure. C'est sa deuxième visite depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est à Tel Aviv ce vendredi. Il a rencontré cet après-midi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous retrouvons tout de suite Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. Michel, le chef de la diplomatie américaine a défendu des pauses humanitaires à Gaza. Absolument, Mayol. Anthony Blinken a demandé à ses interlocuteurs israéliens, et tout particulièrement le Premier ministre Netanyahou, avec qui il s'est entretenu en tête-à-tête, d'autoriser des pauses humanitaires. Cela afin de permettre la sécurité pour les civils et une distribution plus efficace de l'aide humanitaire. Israël ne sera jamais seul. Il a non seulement le droit de se défendre, mais aussi le devoir de le faire, affirme encore le secrétaire d'État américain, qui se déclare très concerné par la mort de nombreux civils et particulièrement des enfants. Il souligne aussi que les journalistes qui couvrent le conflit à Gaza dans des conditions dangereuses doivent être protégés. La meilleure voie peut-être, même la seule, est celle de 2 États pour 2 peuples, déclare encore le chef de la diplomatie américaine. Benjamin Netanyahou répond immédiatement « Pas question de trêve humanitaire sans libération d'otages ». Le Premier ministre israélien rétorque également dans le même souffle à la mise en garde lancée par le chef du Hezbollah à l'égard d'Israël. « Toute erreur de votre part aura des conséquences inimaginables », affirme Netanyahou. Et encore un point, Mayol, Israël recommande à ses ressortissants d'éviter de se rendre à l'étranger en raison de la montée de l'antisémitisme dans le monde. Merci Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. Et Michel, vous le disiez dans un discours tenu cet après-midi, le premier depuis le début de la guerre, le chef du Hezbollah libanais a accusé les États-Unis d'être entièrement responsables de la guerre à Gaza et qu'il devrait l'arrêter s'il voulait empêcher une guerre régionale. Hassan Nasrallah, selon qui une guerre totale est réaliste, a également affirmé que le Hezbollah était prêt à faire face à la flotte américaine. Et dans le même temps, l'armée israélienne poursuit ses opérations terrestres et mène de nouvelles frappes ce vendredi contre le Hamas à Gaza. Selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 14 Palestiniens ont été tués dans un bombardement alors qu'ils fuyaient le nord en direction du sud du territoire. La France demande de son côté des explications à Israël après une frappe sur l'Institut français de Gaza. Le Quai d'Orsay précise qu'aucun ressortissant français ne se trouvait à l'intérieur. Et malgré ces bombardements, Israël a commencé à renvoyer dans la bande de Gaza ce matin des milliers de travailleurs palestiniens. Ils étaient bloqués sur son sol depuis l'attaque du 7 octobre. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme se dit profondément inquiet de ce renvoi de travailleurs malgré la gravité de la situation. L'Ukraine, de nouveau visée par une attaque massive de drones kamikazes, attaque qui a été lancée cette nuit par la Russie. Aucune victime n'a été signalée, mais de nombreux dégâts matériels ont été constatés. On retrouve Emmanuel Chaz en direct de Kiev. Emmanuel, les Ukrainiens ont vécu une nouvelle nuit d'angoisse.
Il y a eu près de 40 drones kamikazes qui ont été lancés contre l'ensemble du pays, alors de Kherson, Mykolaïev, Odessa à l'est du pays jusqu'à l'ouest, où Vinnytsia, Lviv ont également été touchés. La moitié de ces drones ont été interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne, mais il y a aussi des dégâts conséquents, des dégâts matériels, notamment à Kharkiv, dans l'est du pays, où plusieurs drones se sont abattus sur des infrastructures civiles. Alors, vous l'avez mentionné, cette fois, il n'y a pas eu de blessés, mais il faut quand même rappeler que depuis le début de la guerre, eh bien, de tels bombardements ont entraîné la mort de centaines de personnes et on s'attend à ce que ces frappes, elles s'intensifient avec l'arrivée de l'hiver, notamment sur les infrastructures énergétiques. Et Emmanuel Volodymyr Zelensky le promet, la défense antiaérienne ukrainienne va continuer à être renforcée. Elle dépend de la fourniture d'armes des Occidentaux, mais Kiev ne se dit pas inquiet et compte toujours sur cette aide. Oui, tout à fait. Alors évidemment, la question de ce soutien, elle se pose au moment où les partenaires de l'Ukraine, les États-Unis, l'Europe, se penchent aussi sur d'autres zones de conflit. Mais en tout cas, le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a affirmé que pour l'heure, Kiev a reçu des assurances à tout niveau, que le soutien de l'Ukraine continuerait. Donc pour le moment, en tout cas, on n'affiche pas une inquiétude quant au devenir de cette aide. Merci Emmanuel Chaz en direct de Kiev pour Radio France Internationale. Au moins 75 migrants ont été sauvés la nuit dernière par le navire ambulance Ocean Viking. Parmi eux se trouvaient 23 femmes et 17 enfants. Ils naviguaient depuis 7 jours à bord d'un voilier d'un bateau parti d'Izmir en Turquie et ils avaient épuisé, consommé toutes leurs réserves d'eau et de nourriture depuis 2 jours. La plupart des rescapés, des personnes sauvées, viennent d'Afghanistan, d'Iran et d'Ouzbékistan selon l'ONG SOS Méditerranée. C'est l'ONG qui affrète, qui loue le bateau. En déplacement en Bretagne, le président français Emmanuel Macron a salué aujourd'hui le travail des secours bien organisés qui ont permis de sauver beaucoup de vies lors du passage de la tempête Ciarán dans le quart nord-ouest de la France. Dans le reste de l'Europe, les perturbations, les dérangements et les inondations persistent après le passage de cette tempête. 1,5 million de foyers sont toujours privés d'électricité et les transports restent très perturbés, notamment en Belgique. En tout, 15 personnes sont mortes. La Colombie s'attaque à la malbouffe, ces produits alimentaires de mauvaise qualité et nuisibles, mauvais pour la santé. Depuis hier, les boissons sucrées et les aliments ultra transformés comme les saucisses, les céréales, les sodas ou encore les boissons énergisantes sont plus chers. Une taxe a en effet été mise en place par le gouvernement pour lutter contre l'obésité qui augmente dans le pays ces dernières années. Mais les réactions des Colombiens et des Colombiennes sont mitigées, sont partagées. C'est ce qu'a constaté la correspondante de RFI, Najat Benraba à Médéine. Cette hausse des prix concerne par exemple les produits riches en sel, en graisses transformées ou encore les sodas, accusés d'aggraver les cas de diabète et d'augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Alejandra Cardona est mère de famille. Cette avocate voit d'un bon œil cette mesure, même si quelques doutes la font réfléchir. C'est important pour la santé de la population colombienne. Mais j'ai peur que ce soit difficile pour les commerçants. Je pense en particulier aux petits commerces et aux épiceries de quartier ou aux vendeurs qui vivent de la vente de ce type de produits. Depuis donc mercredi, les prix ont augmenté de 10%. L'an prochain, ils le seront de 15% et en 2025 de 20%. Sandra Munoz se réjouit de cette taxe, mais elle doute de son efficacité. Je ne pense pas que cette mesure permette de faire baisser la consommation de ces produits. Tout d'abord parce que les gens sont dépendants au sucre, ensuite parce que ces produits font partie de notre culture. Et les personnes qui ont de l'argent vont continuer à en acheter. Cette mesure peut à la rigueur avoir des effets sur la petite classe moyenne, la plus vulnérable. En 2015, selon les chiffres officiels, 56% des adultes colombiens âgés de 18 à 64 ans étaient en surpoids. Najat Benraba, Médéine, RFI. RFI, il est 17h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile et c'est nouveau, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Français Facile-RFI, une chaîne dédiée à ce journal.